retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera une vidéo un petit peu plus courte, mais j'avais vraiment envie de vous présenter la séance qu'on a faite ici avec Caresse, vraiment en entier. C'est une séance passée en 3 parties, donc d'abord sur un parcours qu'on peut appeler parcours du combattant avec plein d'embûches impressionnantes à pied puis montée, et ensuite avec un petit peu d'obstacles montées, et vous allez voir qu'en fait tout ça a un lien, et c'est pour ça que je vais vous le présenter en une seule vidéo. Et du coup, dans cette vidéo, je vais de nouveau vous parler de toutes les clés, de tous les concepts dont je vous ai déjà parlé de manière plus théorique à travers d'autres vidéos, et là vous allez vraiment avoir une application pour chaque chose. La première chose, et ça c'est vraiment un commentaire global pour toute la séance, c'est apprendre à écouter, apprendre à regarder vraiment, pour se retrouver dans cette empathie sur cette fréquence du cœur. Toute la séance en fait, j'observe mon cheval. Et je suis en empathie pour pouvoir du coup comprendre quel besoin se cache derrière chacune de ces émotions. Parce que rappelez-vous que je ne veux pas la soumission, mais je veux l'adhésion. Et vous allez voir justement comment j'aborde ce parcours avec Caresse, pour justement avoir son adhésion. Pour avoir l'adhésion, faut accueillir l'autre tel qu'il est, dans les émotions qu'il est à ce moment-là. Et pour accepter l'autre tel qu'il est, de nouveau, c'était le thème, la dernière vidéo, se connecter à soi, il faut travailler sur nous-mêmes. Et de nouveau, vous allez le voir dans la posture corporelle, dans la voix, c'est toujours essayer de trouver l'équilibre entre écouter l'autre sans non plus renoncer à moi-même. Même si l'exercice ne compte pas, il faut quand même amener petit à petit le cheval à avoir quand même cette envie de faire ce parcours avec nous. Et donc c'est toujours dans cette posture corporelle, trouver l'équilibre entre je te laisse de la place. Par exemple, quand je vais dire, vous allez le voir beaucoup dans les exercices, quand je dis à Caresse va pour aller dans l'exercice, il faut que ce soit un va indicatif, affirmatif, où je dis voilà, allez, on y va, on est sûr de soi, et je suis claire dans mon intention, tout en même temps, pas monter en fait sur mes grands chevaux et pas commencer à me placer en petit chef et en l'écrasant complètement et en l'obligeant à aller là-bas. Voilà, donc c'est toutes des petites nuances et ça, comme je vous le dis, c'est beaucoup dans notre discours intérieur en fait. Ce qui compte vraiment, c'est qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là, quelle est votre intention à ce moment-là. Et quand je dis observer, ça j'insisterai jamais assez là-dessus parce qu'en fait, observer, ça va vous permettre d'enlever pratiquement 50% des demandes que vous auriez fait si vous ne regardez pas votre cheval. Parce que quand vous regardez, déjà tout bêtement, vous observez le regard du cheval, où votre cheval regarde. Et où votre cheval regarde, c'est probablement là où il a envie d'aller. Et donc vous allez déjà deviner un petit peu plus ses intentions, et vous avez du coup une indication sur ce que le cheval va faire. Est-ce qu'il va dans l'exercice? Est-ce qu'il a envie de passer à côté? Et ça permettra du coup d'avoir un coup d'avance pour pouvoir le guider. Moi je regarde vraiment le regard de Caresse. Le regard peut être senti comme une pression, donc ça de nouveau ça se travaille, je vous en avais parlé dans d'autres vidéos. Mais donc dès que je vois que son regard n'est plus complètement vers l'exercice, qu'elle commence un petit peu à douter, qu'elle est un petit peu flottante, tout de suite j'agis. Et donc du coup, ça me permet d'être plus fine dans ma communication, parce que j'agis bien à temps, et donc du coup j'ai pas besoin de faire des grands gestes, etc. Et surtout, je deviens beaucoup plus digne de confiance pour elle, parce qu'elle se dit « Ah, elle a vu mes micro-signes, elle a vu que je doutais, elle a vu que c'était plus mon intention d'y aller, elle l'a perçu, comme toujours. Écoutez avant de demander. Du coup, vous poserez des demandes éclairées, par tout ce que vous avez observé, ce sera des demandes plus justes, plus fines. Rappelez-vous, le but c'est toujours au final d'arriver à réaliser ces exercices juste dans la joie et juste avec le savoir-être. Et vous allez voir d'ailleurs, plus on va avancer dans la séance, plus en fait je mets de la joie et que les codes vocaux et gestes ont beaucoup moins d'importance. Alors qu'au début, ils en ont un petit peu. C'est le temps, que Caresse s'habitue aux obstacles, mais surtout aussi que toutes les deux, on s'aligne et qu'on se mette dans cette communication fine. Et donc on en revient toujours à ça, le regard. Si votre cheval ne regarde pas l'embûche, probablement qu'il ne va pas y aller, ou qu'il n'est pas dans la conscience dans l'exercice avec vous. Et l'observation aussi, ça va vous permettre de voir ce qui impacte votre cheval. Là, on va le voir plusieurs fois dans les vidéos qui vont suivre. C'est en observant que vous allez voir si votre cheval réagit bien ou non à votre proposition. Vous allez le voir d'ailleurs à un moment donné, Caresse va être un petit peu inquiète dans un des exercices. Je vais commencer par la rassurer d'une certaine manière, qui ne va au final pas lui convenir, parce que de nouveau c'est des micro-signes, et ça je vous décortiquerai les images quand on sera à ce moment-là. Et du coup, je vais complètement changer de manière de la rassurer, et là, hop, ça aura un impact directement. Et vous allez voir, c'est des signes vraiment microscopiques, mais si on n'observe pas ça, du coup, on part dans le faux, et du coup, on quitte la communication. Avant de commencer sur le parcours, dans la dernière vidéo, se connecter à soi, on a énormément parlé de la joie, et je vous avais dit que voilà, c'est important que toutes les séances se fassent dans le dialogue, dans la joie, y compris quand on va sauter. De nouveau, faire attention à son discours intérieur, j'avais plus de joie pour aller sauter, et du coup, Caresse, elle commençait à me faire des refus. Donc voilà, on a repris le travail sur la régularité, etc., pour l'aider également à aborder un petit peu mieux les barres, mais surtout, moi, j'ai changé mon point de vue, j'ai changé mon discours intérieur, et je me suis remis de la joie, et ça va beaucoup mieux.
Ici, dans le parcours, vous allez le voir, j'ai utilisé pratiquement que la joie en fait tout du long, et c'est vraiment ça qui a permis à Caresse d'aller dans ce parcours, de partager ce moment-là avec moi. Et là, je voulais vous montrer vraiment un exemple très concret. Parce que souvent on me dit « Oui, mais bon, la joie, c'est un petit peu superflu. De toute façon, tu donnes des bonbons, le bonbon suffit, le cheval, il fait l'exercice pour le bonbon. » Et donc là, je voulais vraiment vous montrer à quel point la joie a un impact. Donc je vais vous montrer ici 2 séquences. Une séquence où je propose à Caresse un petit jeu d'éveil qu'elle adore. Pousser un cône, c'est ce qu'elle préfère. Donc c'est vraiment pas un problème pour le faire. Et je vais une fois lui proposer 100 mètres de joie, en étant très froide. Juste avec une voix affirmative. Allez, on pousse le cône, on y va. Et ensuite, je donne le bonbon mécaniquement. Sans joie, sans partage, sans faire une vraie pause comme je vous dis, dans le partage avec son cheval en prenant son temps. Et la seconde séquence où là je vais mettre de la joie. Pousse, Caresse. Pousse. Pousse, Caresse. Pousse. Allez, pousse. Allez, pousse. Pousse. Voilà. Super. Si tu vois, cette mamelle, elle est froide. Hein. Recule un peu, on va rester. Mais non, maman, elle va être contente, hein, bah oui. C'est quoi ça? Allez, ma Caresse, pousse. Hey, pousse. Pousse, ma grande. Oui. Pousse. Poussez bien. Oui, poussez bien. Oui, tu peux. Tout à l'heure, j'ai fait la gueule. Mais maintenant, je suis content. Ah oui, oui. Vas-y, pousse. Super. Ça, c'est bien. Vas-y, pousse. Je le remets. Je le remets. Avec la joie, ça va mieux. Attends, mais si tu veux tout dégommer l'habitacle. Ça va tout dégommer. C'est fou. C'est marrant, pardon. Attention le nez. Attention le nez. Attention, poussez-vous, madame. Poussez-vous. Poussez-vous. Poussez tout. Première séquence, qu'est-ce qu'on le voit? C'est que déjà, elle est pas très motivée pour le faire, elle reste un peu là devant ce cône, bon, pour finir, elle le fait, mais très mécaniquement. Et surtout, c'est au moment de la récompense. Je lui donne le bonbon, je suis très froide, et donc là, on voit, elle est figée, elle est crispée, on sent clairement qu'elle prend pas plaisir. Et quand après, je veux switcher pour vous montrer l'exemple avec la joie, j'enchaîne tout de suite et je lui dis, allez hop, maintenant on va mettre de la joie, je mets de la joie. Et on voit les premières fois, tout de suite son regard s'allume un petit peu, elle se dit « Ah, ça a changé », on est dans la joie, mais elle n'ose plus faire l'exercice. On voit, elle pousse le cône 2 fois, 3 fois, elle hésite, elle est très hésitante, alors que sur ce type de choses, en général, elle y va à fond. Pourquoi elle est hésitante? Parce que juste avant, j'ai été froide, j'ai pas partagé avec elle. Et du coup, elle est toute timide parce qu'elle se dit « Elle n'était pas contente de moi tout à l'heure, est-ce que c'était vraiment ça qu'elle voulait ? Elle avait pas l'air contente de ce que j'ai fait, on n'a rien partagé. » Du coup voilà, elle est dans le doute, hein, comme sur l'obstacle, quand je mettais plus de joie, elle est dans le doute, et là c'est exactement pareil. Pour bêtement pousser un cône, dès que je mets plus de joie, elle a le doute. Oui, elle a eu le bonbon, donc elle a eu normalement la confirmation que sa réponse était bonne, mais on n'a rien partagé. Donc elle a plus cette motivation, cette envie de faire avec moi. Et du coup, après, on voit que ça revient très vite. Heureusement que je l'ai fait qu'une fois, hein. Je vais pas vous filmer ça 10 fois. Mais voilà, après, dès que je me suis remis dans la joie, on le voit d'ailleurs. Moi, du coup, voilà, je compense encore plus. Je lui montre à quel point je suis très contente. Et on se retrouve là à jouer. Elle pousse le plot, elle pousse le cône. Et vraiment, on est dans cet esprit. On est comme 2 petits enfants qui jouent, en fait. Voilà, on est dans cette joie primaire, etc. Et on voit que ça se passe super bien. Et vous allez le voir également un petit peu plus tard dans la vidéo, que dans ce parcours, justement, je mets tout le temps beaucoup de joie, beaucoup de joie, beaucoup de joie sur toutes les embûches, que je vais préconiser la voix haute sur tout ce qui est petit jeu d'éveil, donc notamment quand à un moment donné il y a un ballon à pousser, là je suis vraiment dans le jeu, dans la voix aiguë. Et c'est pour ça que je vous dis toujours de mettre justement un ballon comme ça au milieu d'un exercice, ou une balle à pousser au milieu d'un exercice qui est peut-être un petit peu impressionnant, ça va mettre du jeu, mettre une petite bulle d'air en fait au milieu de tout un parcours où il faut un petit peu se concentrer, et ça va vraiment donner envie à votre cheval d'y aller. Ça c'est ce que j'appelle donc le petit jeu d'éveil que je vous dis que je place en target. En fait c'est un mi-chemin
Quand je pose comme ça un ballon, une balle à pousser dans un exercice, c'est à mi-chemin entre le jeu d'éveil et la target. Le jeu d'éveil, c'est vraiment, comme je vous dis, du jeu, la voix positive, beaucoup de joie, la voix très dans les aigus. On est dans une attitude qui libère le cheval et qui le laisse vraiment libre mentalement de décider ce qu'il a un petit peu envie de faire avec cette balle. On est vraiment purement dans le jeu au sens pur du terme, alors que la notion de target, c'est beaucoup plus en fait un conditionnement. On est quand même dans le renforcement positif, mais c'est un conditionnement. Le cheval va toucher la cible et il est récompensé et ok voilà, on est bon. Mais moi le jeu d'éveil c'est vraiment de nouveau, comme je vous l'ai montré là, avec cette notion vraiment d'émotion, de joie. Et donc quand je vous dis je mets un jeu d'éveil en target dans l'exercice, voilà, je sais que j'avais eu des questions par rapport à ça, donc pour que ce soit bien clair, c'est vraiment à mi-chemin entre cette notion de jeu d'éveil et cette notion de target. Et donc voilà, ce que je vous disais par rapport à cet exemple qu'on a vu entre le moment où je mets de la joie et pas de joie, ça va vraiment être important de rester toujours dans cette attitude de joie tout au long de ce parcours. De pas faire comme dans ma première séquence où je suis vraiment froide et où je ne ressens absolument rien, je me suis coupée de mes émotions, je disais pouce très mécaniquement et voilà. Par contre, c'est pas pour autant qu'on va tout le temps rester dans la voix aiguë du jeu d'éveil. Cette voix aiguë, comme je vous ai dit, c'est vraiment pour le ballon, pour le jeu, ça va un moment où on libère le cheval comme je vous ai dit. Et également, je vais utiliser cette voix, vous allez le voir là dans quelques instants, quand je présente le parcours au début à Caresse, parce que voilà, c'est elle qui va m'emmener sur les obstacles, et là on est dans la proposition, c'est elle qui est libre d'aller ou de ne pas aller. Ensuite, quand on fait le parcours et où je l'envoie à distance avec des va, des viens, des marches, là j'utilise ma voix affirmative parce qu'on est dans la concentration. Je dois la tenir avec ma voix, comme si c'était une longe, sauf que voilà, c'est pas une longe, mais voilà, je dois vraiment la tenir avec cette voix avec moi, et si j'utilise une voix trop aiguë tout le temps, ça va la libérer, elle va être dans la pause, dans le jeu, et du coup, voilà, j'aurai pas cette concentration entre les obstacles, et donc c'est vraiment un travail assez compliqué de jongler avec ces deux voix. La voix très haute qui va libérer, la voix plus affirmative pour passer d'un exercice à l'autre, tout en restant pour autant, tout le temps, dans la joie, dans le sentiment de joie, parce que sinon, on voit ce que ça fait, le bonbon ne suffit pas, et le cheval, très vite, il se lasse. Et d'ailleurs, voilà, moi c'est vraiment la base de ma méthode. Les petits jeux d'éveil aussi, je commence toujours avec ça, comme je vous l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, et dans beaucoup d'autres vidéos. Ça marche super bien, à condition évidemment que les émotions qu'on ressent soient vraies. Il faut vraiment chercher ce regard qui pétille du côté de l'humain et du côté du cheval. Et là, notamment la jument dont je vous ai parlé la dernière fois, avec qui je travaille, qui était une jument qui mordait sa propriétaire, où il y avait vraiment aucun plaisir, aucune décontraction dans le travail. Il y avait beaucoup de frustration aussi par rapport à la friandise, parce qu'elle était mal utilisée, il n'y avait pas de clarté. Et la jument, grâce à ces jeux d'éveil, elle est complètement métamorphosée. C'est passé d'une jument qui mord à une jument qui travaille à présent en liberté, qui enchaîne les choses en liberté, et parce qu'on finit toujours la petite séquence d'exercice avec une balle à pousser au bout, et donc voilà, ce jeu d'éveil de juste pousser une balle, en fait, l'a complètement métamorphosée, et j'ai maintenant un humain et un cheval qui travaillent dans la joie ensemble. Faut toujours se dire que le cheval, il est naturellement focus sur l'environnement. Donc pour que le cheval ait envie de se focus sur vous, il faut deux choses. Il faut cette joie, tant je viens de vous parler, pour lui donner envie de rester avec vous. Et puis la deuxième chose, voilà, être rassurant, être ce chef bienveillant, qui lui apporte des réponses par rapport justement à l'extérieur. L'extérieur, c'est pas lui qui va le regarder, c'est vous qui allez le surveiller, et c'est vous qui allez lui assurer que tout est safe. Et du coup, c'est vous qui allez répondre à chaque question du cheval quand il a un petit doute. Et on en revient au début à cette notion, voilà, que c'est vraiment important d'observer pour savoir à quel moment il y a un petit stress et puis lui répondre à ce moment-là. Voilà, je vous dis beaucoup de choses là avant de vous montrer les images, mais tout ça voilà, va resservir après. Et là, voilà, maintenant on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, je vais vous montrer vraiment les parcours qu'on a enchaînés ensemble. Je commence, comme je vous l'ai dit, en fait je fais un tour où je vais d'abord en longe détendue évidemment vers chaque embûche, et là je suis en voix haute complètement, parce que je suis que dans la proposition,
que dans le jeu en fait, parce que moi je ne demande rien, je ne demande pratiquement rien, vous allez le voir, c'est elle qui me guide en fait, c'est elle qui m'emmène vers chaque embûche, on voit je me mets toujours un petit peu en retrait d'elle, et c'est vraiment elle, hop, qui va tourner vers l'embûche. Je la laisse partir devant, et je la laisse surtout s'arrêter à la distance à laquelle elle souhaite. Là, je ne demande rien, je la laisse arrêter là. Moi je continue un petit peu pour aller me placer vers l'embûche, et là je mets de la joie, je lui montre que l'embûche c'est très très chouette, et du coup souvent elle me rejoint assez vite, et dès qu'elle interagit avec l'embûche, j'encourage, et toujours je ne demande rien, je mets simplement de la joie. Avant de poser ma proposition, j'attends qu'elle me dise qu'elle soit prête. Comme là par exemple au moment de la palette, elle tourne la tête vers moi, là c'est vraiment un signe très très clair, mais des fois ça peut être des signes vraiment beaucoup plus ténus. Et là du coup, hop, dès qu'elle me demande bon qu'est-ce que je fais avec cette embûche, avec la palette c'était très clair parce que ça faisait un petit peu longtemps qu'on n'en avait pas fait. Elle me dit rappelle-moi, on fait quoi, on monte dessus, on met les deux pieds dessus, bref, qu'est-ce qu'on fait? Hop, et là je viens lui indiquer. Dans le langage corporel vous allez voir que j'utilise, évidemment voilà, les ancrages. Je prends vraiment ma place à côté d'elle sans en prendre trop non plus. Évidemment, je ne me place ni trop haut ni trop bas, mais voilà, je prends ma place à côté d'elle. On est deux êtres qui allons partager un moment ensemble. Voilà, donc je ne me fais pas toute petite, mais je ne me fais pas trop grande non plus. Et puis surtout, ce que j'utilise beaucoup, vous allez le voir, c'est le suivi de main. Jamais de tension dans la longe, même quand j'ai la longe en main, je lui montre toujours avec ma main le chemin à suivre. Et de nouveau, le langage corporel, il passe de nouveau complètement par nos pensées. Quand on contrôle nos pensées, quand on visualise ce qu'on veut obtenir, quand on a le bon discours intérieur, ça va contrôler notre langage corporel, tout vient vraiment de l'intérieur. Il faut être connecté à ses ressentis, connecté à ce qu'on veut faire passer, et après, voilà, votre buste, il va s'incliner
un petit peu en arrière, un petit peu en avant, suivant ce que vous voulez demander, et ça suffit largement pour votre cheval. Si en fait votre discours intérieur est clair, votre langage corporel sera clair. En fait, souvent on me dit mais comment on fait pour avoir des gestes clairs? Bah simplement pensez clairement. Prenez-vous déjà, souvent je dis aux gens, 5 minutes pour en fait faire le parcours tout seul. Faites le parcours tout seul sans votre cheval. Et imaginez-vous, là je dois envoyer mon cheval, comment je lui demande? Et puis s'observer soi-même, se dire non mais là j'en fais trop, ou là au contraire je préviens mon cheval trop tard, avant l'embûche il peut pas y aller. Donc voilà, simplement pensez clairement à quel moment je veux faire passer quoi à mon cheval, et une fois qu'on est clair dans sa tête, bah, le langage suit. Au début vous voyez que j'utilise beaucoup le suivi de main, ça c'est vraiment un geste que je fais beaucoup, lui proposer de suivre ma main. Et puis petit à petit de moins en moins, comme je vous disais tout à l'heure. Et ce que j'utilise beaucoup aussi, évidemment, c'est la voix pour être dans la joie. La voix aussi pour la tenir, comme je vous disais, pour l'envoyer dans les exercices, mais aussi quand à un moment donné, mince, je me dis le ballon il est pas prêt sous le voile, je dois courir à un moment donné pour aller remettre le ballon, je ne veux pas qu'elle prenne en compte mon langage corporel parce que je vais me mettre à courir, mon énergie risque de pas être très bonne non plus parce que voilà, je vais aller vers le ballon, et donc je vais mettre une énergie pour déplacer ce ballon, et mes gestes, bah du coup, ils seront axés sur le ballon. Donc, je continue à la tenir avec ma voix, même si je lui tourne le dos et que je fais autre chose, pour continuer à l'encourager, voilà, à venir dans la direction du ballon, à venir me rejoindre. Si je ne mets pas cette voix à ce moment-là, que je lui tourne le dos, que je coupe la connexion avec le regard, que je coupe la connexion avec la voix, et que je vais chipoter avec mon ballon, bah c'est un petit peu comme si on parle avec quelqu'un, puis que tout à coup, au milieu de la conversation, on s'en va faire autre chose. La personne, elle... bon, bah je pars de mon côté aussi, du coup. Bah voilà, et Caresse, elle, clairement, elle serait partie de son côté aussi. Et donc, c'est vraiment important, bah voilà, d'être toujours dans cette recherche de connexion, et toujours de prendre le temps, voilà, de réinstaller une connexion, surtout que s'il y a eu une déconnexion ou quelque chose comme ça, c'est vraiment important, bah de nouveau, de pas se focaliser sur le parcours, et de prendre le temps de réinstaller la connexion. Vous allez voir encore des exemples où je réponds justement aux questionnements de Caresse. Vous allez voir également que j'écoute beaucoup ses propositions quand elle veut rejouer avec le ballon, etc. Je ne suis pas de nouveau focus absolument sur mon parcours, on prend le temps de faire les choses. Et surtout, un très bon exemple, c'est au moment des 2 grandes bâches, du couloir de bâche. Elle aimait beaucoup cet endroit, je pense, ça lui rappelait toutes les bonnes ondes qu'on avait partagées au moment où je vous avais fait le couloir de palette avec la bâche qui formait des vagues de part et d'autre. Elle avait beaucoup aimé cet exercice et je pense que ça lui rappelait un petit peu ça. Et puis à un moment donné, bah, c'est quand même très impressionnant parce qu'il y avait un petit peu de vent et donc du coup bah, la bâche a commencé à se gonfler un petit peu et elle était vraiment enveloppée dans cette bâche. Et donc on voit, elle se fige un peu. Elle est tendue, elle a les yeux un petit peu très ouverts. C'est très dur à voir, parce qu'on a l'impression qu'elle est calme, elle a la tête basse. Mais c'est pas du calme, c'est plutôt presque une attitude de renfermement. Elle commence à se figer. On voit, on a l'arrière de la croupe qui se tend légèrement, la tension musculaire est assez palpable, les yeux sont quand même assez ouverts. Ça je trouve qu'on le voit quand même assez bien. Et moi, bah du coup, bah, je mets de la joie. Quand je continue à lui dire, bah voilà, c'est très chouette avec ma voix joyeuse. Et tout de suite, je vois que ça n'a pas d'impact. Elle continue à rester figée. Et donc, qu'est-ce que je fais? Tout de suite, je produis un signal d'apaisement. Ça, je vous remets la vidéo ici en lien si vous voulez aller voir. C'est vraiment un signal que les chevaux se font entre eux. Ça, c'est vraiment purement du langage cheval. Ils vont, bah, par exemple, le geste que je fais ici, détourner la tête en soufflant. Et ça va proposer à l'autre cheval de s'apaiser avec lui. Une forme de dire à l'autre cheval, il n'y a pas de problème, je ne t'en veux pas, tout va bien, il n'y a pas de stress, tout est bon. Et donc là, on voit, dès que je produis ce signe-là, et j'en reproduis encore quelques-uns derrière, on voit tout de suite, elle cligne des yeux. C'est vraiment très très léger, je vais vous le mettre au ralenti ici. Et juste derrière, en fait, le clignement d'œil, elle garde cette tête basse, mais du coup, cette fois de décontraction. Il y a un relâchement tout de suite des tensions musculaires, et surtout, on voit un apaisement au niveau du regard. Alors voilà, de nouveau, comme je vous ai dit, c'est très imperceptible, et ça ne rend pas évidemment aussi bien à la vidéo que quand on est comme ça, de visu avec le cheval, et où on perçoit beaucoup mieux tout ce qui est tension. Mais voilà, vous voyez que j'ai dû m'adapter, j'avais commencé à lui proposer une réponse, qui ne l'a pas aidé et j'ai dû en proposer une autre. Et ce qui est vraiment important, c'est de pas de continuer à donner une réponse bêtement quand on voit qu'elle ne fonctionne pas. Que ce soit ici comme en cas de stress ou quand on peut proposer à notre cheval d'aller dans un exercice et qu'on voit qu'il n'y va pas, ça sert à rien de dire en boucle va, 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 va. Au bout d'un moment, c'est comme quand quelqu'un comprend pas, faut l'expliquer autrement, le dire autrement. Et c'est pareil pour tout. Là encore avec Abentos, c'est un petit exemple. On voit, on travaille sur des petits cercles, des petits exercices comme ça en liberté autour de moi. J'essaye vraiment avec lui de travailler avec le moins de gestes possible, d'être vraiment complètement dans la finesse. Je lui propose un départ au trot, mais je mets un petit peu trop de pression. Juste avec mon buste en fait, juste avec le haut de mon corps qui s'avance un petit peu trop vers lui. En plus j'ai la longe dans la main, donc c'est vrai que ça n'aide pas, j'aurais dû lâcher cette longe, mais bref. C'est très léger, mais pour lui c'est trop de pression. Il fait un coup de tête. Et donc moi,
bah je réagis tout de suite, je réponds tout de suite en diminuant la pression. Et je continue pas à demander de la même façon jusqu'à que mon cheval cède et réponde. Non, je me remets tout de suite en question, je dis ok, trop de pression, je diminue ma pression, et tout de suite je redemande le trop derrière autrement. Et qu'est-ce qu'on voit? Il part dans le trop, dans le calme. Donc de nouveau, c'est un dialogue. On ne cherche pas à faire céder absolument le cheval à notre demande, on cherche à trouver la bonne demande qui ait le bon impact et qui ait la bonne réponse. Et de nouveau, c'est à nous de faire ce travail. Le cheval, il a rien demandé, donc c'est à nous à trouver la bonne question, en fait. Quand on a trouvé la bonne question, bah c'est magique, ça coule tout seul, le cheval n'a qu'une envie, c'est de faire. Super, ma grande, ça c'est bien, je suis là derrière. Ça c'est super, ma caresse, on va à la course. On va pousser, on pousse ma douce. On pousse le vilain ballon. On pousse le vilain ballon dans l'autre sens si tu veux. On le pousse d'habitude là. Pousse ici, caresse. Super, super. Pousse ici, oui. On pousse ici, oui. On pousse bien, pousse bien. Oui, on pousse bien et on vient. Parfait, ce passage. On peut trop le tour. Jusque là-bas si on veut. On peut pousser jusque là-bas. Et on le pousse jusque là-bas. Ah oui. Bon non, voici tu l'en vas parler, on va parler. On marche. On marche et on va. Dans ce qu'on aime. Alors là, on peut aller faire un gros bisou à sa vache parce que c'était super. Hein? Oui. Bonjour. Bonjour bonbon. Bonjour bonbon. Bonjour bonbon. C'est vraiment à nous de donner le ton. Le cheval ne trouvera important que ce que nous on trouve important. Donc si par exemple je travaille dans les obstacles, dans les embûches avec le va, le vient et je suis très connectée à mon cheval et que entre les embûches, je ne tiens plus mon cheval par ma voix, je ne fais plus attention à mon langage corporel, je ne fais plus attention à l'énergie, je ne fais plus attention à l'observer, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un cheval qui se dit bon là apparemment c'est la pause, il y a du flottement et vous allez avoir une déconnexion. Donc en fait tout est important de nouveau. C'est pas juste les embûches. Ce qu'il y a entre les embûches est tout aussi compliqué, vous devez y apporter autant d'importance en fait que les embûches elles-mêmes. Parce que si vous relâchez, votre cheval se relâchera aussi. Et on voit donc à plusieurs moments, je suis les propositions de caresse, notamment avec le ballon, je prends ces propositions et je les cadre. Peut-être remettre ça après. Et après, on a fait ce superbe parcours monté avec caresse. Et là, de nouveau, je cherche la synchro, l'harmonie, comme à pied. Et pareil, je visualise, ça je vous l'ai déjà dit beaucoup. Et mon corps, du coup, ma position va suivre. Et pareil, comme je vous parle souvent de la marche en synchro à pied, monter, je vais faire pareil. Juste avec mon énergie, me caler sur mon cheval. Et petit à petit, diminuer mon énergie ou au contraire l'augmenter, demander à mon cheval de me suivre pour qu'on soit dans cette synchronicité, dans cette harmonie ensemble. Et donc là, c'est comme ça que je la prépare avant d'aller dans les embûches. Et ensuite, on enchaîne assez vite le parcours, d'abord au pas, et puis ensuite on le fait au trot. Et ça, quand on le fait au trot, c'est comme quand on le fait à pied au trot, en fait c'est exactement pareil. Il faut ne jamais confondre l'énergie de fuite et l'énergie de jeu d'un cheval qui est juste dans la motivation avec vous et dans le partage avec vous. Et donc c'est pour ça qu'on voit sur les premiers passages, surtout au niveau de la bâche, du couloir de bâche et
du voile, elle hésite un petit peu, c'est normal. Parce que là, moi je suis au-dessus, ça change un petit peu la donne. Et puis se jeter comme ça dans le voile toute seule au trot, c'est impressionnant. C'est quelque chose qu'elle n'a pas encore vraiment fait. On veut un cheval franc, oui, mais un cheval franc avec la bonne énergie, pas un cheval franc parce qu'il fuit. Donc je ne la pousse pas, elle ralentit, je la laisse ralentir, et après quand je reviens, je repropose le trot, et d'elle-même, comme elle l'a fait, et comme elle sent que je ne la pousse pas derrière et que simplement je l'encourage, hop, elle accélère, elle prend de l'assurance, et à la fin on voit, elle passe vraiment, elle se jette dans le voile, et ça fait vraiment plaisir. Et ça m'a beaucoup fait penser à Domino, cette attitude vraiment de foncer en avant sans se poser de questions, ce qu'elle n'aurait absolument pas fait il y a encore quelques mois. Et ensuite, ce parcours, comme je vous dis, ça permet vraiment de travailler à la fois la connexion et en même temps la franchise, ce qui nous a du coup encore aidé pour avoir envie toutes les deux d'aborder les obstacles, parce que du coup, simplement, on reprend cette même attitude. Et donc après, on a enchaîné avec un cours avec notre coach un petit peu plus tard, on a eu le temps de faire une petite pause entre les deux. Et là, de nouveau, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi j'étais dans la joie, j'ai changé vraiment de point de vue par rapport à ça. J'arrive à garder cette joie pour lui donner envie d'aller de l'autre côté des barres. Et c'est la première fois depuis un bon moment que je la sens si sereine sur les barres, avec tant de joie en fait pour y aller. Et donc là on a pu réenchaîner, c'est toujours pas très très haut, mais on a quand même pu, par rapport à la dernière fois où je vous avais montré tout le travail qu'on a fait sur quelques semaines pour vraiment qu'on se remette toutes les deux dans la joie, dans la régularité, donc le bon mental et le bon physique avant les barres. Maintenant, on peut commencer vraiment à s'amuser à nouveau sur les barres parce qu'on a et le bon mental et le bon physique. Et là, voilà, on va remonter les barres progressivement. Mais là, vous voyez le premier petit parcours du coup qu'on peut refaire. Et de nouveau, là comme vous le voyez, je vous ai parlé beaucoup du mental, un petit peu du physique aussi, ça fait écho à la vidéo de la semaine passée sur de nouveau se connecter à soi. Avec un cheval, il faut vraiment toujours une approche globale. Il faut beaucoup de compétences en fait pour avoir un cheval, et moi justement quand je vous propose mes services en tant que comportementaliste, et pour travailler avec mes chevaux aussi, j'en ai tout autant besoin. Je me suis formée à plein de choses. Au shiatsu, j'ai fait une formation aussi en parage, j'ai fait une formation en biomécanique, et j'ai fait une formation aussi en gestion des prairies. Travailler avec son cheval, c'est autant du mental que du physique. Je vous ai fait notamment toutes les vidéos locomotion où je vous parle de comment travailler la symétrie avec son cheval, comment aider son cheval à avoir une meilleure locomotion, à avoir une meilleure proprioception. Également toutes les vidéos où on parle d'apporter de la joie, d'apporter de la sécurité à son cheval, tous ces aspects un petit peu plus mentaux. On a aussi tous les aspects soins qui sont importants pour pouvoir justement avoir un cheval en bonne santé, savoir aussi comment avoir une selle adaptée, c'est des choses importantes pour que votre cheval soit confortable au travail. Quelle nourriture aussi, parce que ça fait aussi partie du confort. Quand la nourriture n'est pas adaptée, on peut avoir un cheval qui n'est pas non plus au milieu de sa forme. Pour travailler dans le bon sens, en fait, il suffit pas de se dire je communique avec mon cheval, je réponds à ses questions, et puis voilà, je partage de la joie, il va être heureux. C'est vraiment une approche globale, et à travers mes vidéos, j'essaie vraiment de vous faire sentir tout ça, que tout est vraiment interconnecté. Et c'est vraiment l'ensemble de toutes ces connaissances qui vont vous permettre d'avancer. Et d'ailleurs, Caresse, quand je l'ai eue, elle avait un petit bec de perroquet sur une des vertèbres, elle était en limite kissing spines. On était d'ailleurs un petit peu inquiet au début, on se disait bon, est-ce qu'on va arriver à faire quelque chose avec elle? On n'était pas trop sûr. On a dû l'infiltrer avant qu'elle arrive chez moi pour qu'on puisse ensuite remuscler son dos parce qu'elle était complètement démusclée, c'était pas possible qu'elle travaille comme ça lui aurait fait mal, même en travaillant juste au sol. Et maintenant, ça veut dire qu'on a vraiment travaillé dans le bon sens parce que ça fait plus de 3 ans cette infiltration, et on ne devra en fait jamais réinfiltrer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de douleur, et surtout parce qu'on a refait des radios, et là où il y avait le petit bec de perroquet et les vertèbres un petit peu serrées, et maintenant ça s'est écarté parce qu'elle s'est musclée, et du coup maintenant elle a de l'espace au niveau de son dos, et il n'y a plus de soucis. Donc comme quoi c'est important. Avec Caresse, j'ai travaillé le mental, mais il a fallu travailler le physique aussi. Et c'est important d'avoir les bonnes connaissances, d'être bien accompagné aussi, mais c'est important quand même d'avoir des connaissances parce que justement, pour pouvoir juger si on est bien accompagné ou pas, il faut aussi avoir un minimum de connaissances. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez apprécié ces petites applications des clés que je vous donne régulièrement, que vous avez apprécié également de voir Caresse évoluer comme ça en liberté, mais également monter. Et comme d'habitude, je suis très heureuse de vous retrouver en commentaire pour discuter de tout ça. Le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, abonnez-vous. À très bientôt. Merci.